Pourquoi? Mais bon, moi, c'est ce que j'aimais. J'aimais faire les langues. À la base, normalement, je voulais être diplomate, je voulais faire relations internationales, langues étrangères appliquées et tout pour faire de la diplomatie. Ou sinon, je voulais être professeur. Je voulais être professeur, notamment d'espagnol. Et je me souviens que quand je suis arrivé en terminale, j'ai dû revoir un peu mes ambitions. Parce que je me souviens qu'on critiquait tellement le fait que je fasse A2 dans ma famille même, que je me suis dit, ah bah tiens, finalement, être professeur d'espagnol au lycée, c'est certainement pas un destin glorieux. Donc je me suis dit, je vais aller à la fac, parce que moi je me suis inscrit hein, à l'UEB à l'époque. Je vais aller à la fac, études ibériques, et je vais m'obliger à faire un doctorat en études ibériques et latino-américaines pour pouvoir enseigner où? À l'université. Parce qu'effectivement, en ayant un doctorat et en enseignant à l'université, c'était beaucoup plus valorisé dans la société qu'autre chose. Et là, je parle de mon expérience personnelle. Il y a des tas d'exemples qu'on peut prendre, mais tout simplement pour dire que il y a un sujet, ce que Esther dit est vrai. Il y a un sujet sociologique, il y a un sujet sociétal à réfléchir. La façon dont on symbolise les choses dans la société, la façon dont le rapport qu'on crée entre les enfants ou entre la jeunesse et un certain nombre de métiers, un certain nombre de cours, de formations, je ne sais pas comment expliquer ça, pour il faut qu'on arrête justement avec cette façon de faire parce qu'on dévalorise des choses qui en réalité ont une certaine valeur. Comme on disait, il n'y a pas de sottes métiers, il n'y a que des sottes gens. Mais sauf que quand tu évolues dans un environnement où on diabolise tellement un certain métier ou bien une certaine façon de faire, etc., certains types de formations, comment veux-tu que le jeune ne se dise pas que tiens, je vais peut-être préférer faire ceci, préférer faire cela plutôt que de faire ci ou faire ça parce que justement mes parents, ma famille a un mauvais regard sur ce truc-là, mon entourage a un mauvais regard. Alors qu'en fait, je préparais un bac. Enfin, j'ai réussi ce bac-là et après j'ai fait des études de droit. Aujourd'hui, je suis diplômé, j'ai 2 masters 2 en droit, je suis juriste en entreprise et enfin, ça m'a pas empêché de pouvoir avoir ce destin-là en faisant un bac A2. Mais bon, au Gabon, quand tu fais un bac A2, c'est pas très valorisé, etc. Et tu es même parfois obligé de revoir ta copie. Et comme tu es jeune et que tu connais pas autre chose que ce que tes parents te disent ou ce que les gens qui sont autour de toi te disent, bah tu te laisses influencer par ça et tu court-circuites parfois le parcours que tu avais envie de faire à la base parce que simplement tu es influencé par l'environnement dans lequel tu évolues. Et donc Esther a un sujet qu'il faut traiter et qu'il faut essayer de régler par rapport si on veut améliorer un peu les choses au Gabon. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Ah, le pays. Le pays. Mais ils sont partis où, les scientifiques? Les scientifiques sont partis où? Les scientifiques ont fouillé. Tu sais que quand tu connais ta position et tu te rends compte qu'on connaît ta position, tu vas te dire, le pays, vas-y. Il a un problème de micro, on dirait. Bonsoir déjà, vous m'écoutez? Oui, bonsoir. Vous m'écoutez? Je suis écouté. Je suis écouté. Oui. Je suis écouté. Oui, tu as écouté le pays. Ok, bonsoir Esther, bonsoir le Oui, tu as écouté le pays. Bonsoir, c'est toujours un en sentiment. fait, le pays, tu écoutes le live sur un autre. Non, c'est quand le pays qui son micro. Okay. Non, c'est pas ça. Il écoute le live dans un autre, sur un ordinateur ou quoi. Coupe le micro là-bas, sinon si tu essaies d'écouter ta voix, ça va pas fonctionner. Essayons de couper les micros, Esther, moi et moi. On coupe les micros, on va voir si ça bug. Ouvre un peu ton micro. Le pays parle d'abord. Ok, là vous m'écoutez. Là vous m'écoutez. Vous m'écoutez? Ok. Je disais tantôt, c'est tout un plaisir renouvelé de me retrouver devant vous, face à vous. Lorsqu'il s'agit de parler des choses du Gabon, j'ai souvent l'habitude de le dire sur mon premier compte, on ne va jamais se fatiguer. Je ne vais pas rentrer dans le cadre de l'éducation nationale par rapport au sujet de l'éducation nationale. Je vais directement tomber de plein pied sur le sujet qui est en haut. Vous savez, lorsqu'on est dans un pays où le dirigeant de ce pays a l'amour de ses compatriotes, les choses ne vont pas se passer comme elles se passent là maintenant. Aujourd'hui, on est en train de se réveiller. Le 30, c'était un rêve. Le 30, c'était une émotion. Le 30, c'était quelque chose qu'on n'a jamais vécu dans notre pays, la transition. Ça nous a amené à croire, ça nous a revivé, ça nous a donné un espoir. Mais durant déjà les 3 premiers mois
de la transition, nous avions constaté que cette transition n'est pas la transition attendue par les gars. Le président de la transition était Il a un problème Il a un problème de connexion, je crois. de connexion. On va faire le tour du live. Le tour. Centre n'a pas parlé tout à l'heure. Centre, Je n'avais pas perdu. Centre, finis ton propos. On va couper. On a fait 8 heures. Hein. Il y a aussi un problème de connexion. Oui, je crois que le centre même, il doit être, je sais pas, mais il a un gros problème de connexion. Il y a un gros- Donc, Esther va clôturer, pardon. Vas-y, Mwang parle après, Esther va clôturer. Vas-y. Mwang, mot de fin. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est qu'on ne peut pas vouloir qu'un État se développe sans avoir mis les bases. Vous savez, quand on construit une maison, on commence toujours la maison par les fondations, le soubassement, et puis ça, et ainsi de suite. Si les fondations, vous ne les faites pas, c'est-à-dire vous occupez du peuple d'abord, je suis désolé, la machine ne va pas prendre. Vous aurez beau faire tous les effets d'annonce que vous voulez, la machine ne prendra pas parce que pour que la machine du Gabon prenne, il faut que les Gabonais eux-mêmes se sentent Gabonais dans leur pays. Alors que pour l'instant, les Gabonais, dans leur entièreté, ils ne vous suivent que pour un intérêt et pas par un esprit ou bien animé d'un esprit patriotique. C'est pour ça que tout ça là est en train de se passer. Ça ne fonctionne pas. Vous êtes obligé de soudoyer, comme Kanywa a dit tout à l'heure. Pour avoir un document, il faut donner. Et même, il y a eu l'exemple de la dame qui a parlé tout à l'heure en disant qu'elle connaît quelqu'un. Cette phrase-là veut dire que le pays ne fonctionne pas correctement. Si pour résoudre quelque chose, il faut connaître quelqu'un, ça veut dire que le pays ne fonctionne pas correctement parce que le pays fonctionne avec des individualités et pas la patrie. Et pour qu'un pays se développe, il faudrait penser patrie, pas chacun pour soi, Dieu pour moi, comme c'est le cas actuellement. Si je suis un ami d'Oligui, ça va fonctionner. Ou bien si je fais partie du rayonnement qui entoure Oligui, je serai épargné. Ça là, ça veut dire que vous n'aurez donc pas dû faire des coups d'État et arriver à votre 5e République. Parce que ça se voit bien. Vous aurez beau cacher comme vous voulez. L'éducation, ça ne va pas. Vous avez donné le bac aux gens, ça ne va pas. La santé, ça ne va toujours pas. L'alimentaire, ça ne va toujours pas. On vous donne toujours les poulets embaumés ou vous ne connaissez même pas d'où ça provient. Ou quand vous connaissez d'où ça provient, vous n'avez pas les bonnes DLC dessus. Donc, le transport, ça ne va pas. On nous a menti. Au finish, on se rend compte que c'est du mensonge. La santé, oh là là. La santé, c'est carrément, oh là là. Là encore, récemment, j'ai vu une dame qui est elle est en train de se faire avoir par le même Jeanne Ebori qu'on a dit que c'est résolu. Une semaine, elle est venue, elle a eu une ordonnance une semaine. C'était 200 000. La semaine qui suit, elle doit maintenant 4 millions. En une semaine, hein, c'est quitté de 200 000 à 4 millions. Donc, ça veut dire que la santé, là, que vous avez dit que, oh non, c'est pas vrai. Donc, si vous ne comprenez pas ça, si vous voulez être, comme Kanywa disait, une peuplade, continuez à rester dans la peuplade là que vous voulez être. Et vous allez toujours venir vous plaindre sur les réseaux quand ça ne va pas. On va continuer à casser vos maisons gratuitement, sans vous dire pourquoi, sans vous dédommager. Pourtant, c'est écrit dans votre constitution qu'on doit vous informer et vous dédommager. Mais comme vous ne lisez pas, vous ne cherchez pas à vous informer. Votre travail, c'est le bar, le Congo ça. Le bar, le Congo ça. Quand c'est le bar, j'ai réussi à trouver 500 pour avoir la régab. Mais quand j'essaye de mettre 500 de connexions pour m'informer sur ce que j'ai droit, je trouve ça lourd. Tant que vous n'allez pas mettre ça dans vos cerveaux, mais le Gabon ne va pas démarrer. Le Gabon va toujours être en mode je connais le ministre de tel, je connais le directeur général de tel, je connais. Et puis on va aller dans ça. Pas d'audit pour le Gabon. Je ne vois pas comment vous allez résoudre les problèmes. Vous ne pourrez pas. Il y a combien d'habitants qui résident dans l'État gabonais? Vous ne les connaissez pas. Rien que ça, c'est bon. Les statistiques de l'État gabonais, vous ne les avez pas. C'est ça qu'on appelle les fondations. Vous n'avez pas les fondations. Mais vous voulez construire une maison sans les fondations. Ça va fonctionner comment? Sincèrement parlant. Phoenix, pardon. Les gens là fatiguent les gens. Ok. Kanywa, après Esther va clôturer.
Maître, tu devais faire Oui, le mot de fin. oui, alors, je vais en profiter pour clôturer en rebondissant sur un sujet. Comme tout à l'heure, j'en parlais rapidement, je voulais vraiment rebondir sur le sujet du nombre de magistrats, du nombre de notaires, du nombre d'avocats, etc., par rapport à la population gabonaise. Alors, il y a une diversité de choses, hein. Moi, je vais essayer d'être un peu honnête avec vous. Euh, c'est un gros problème. Alors, déjà, on sait que le Gabon, c'est un état de droit dans les papiers, mais dans la réalité, c'est une autre affaire. Donc, vous voyez, au-delà du fait que dans le pays, le fonctionnement n'a pas tendance à respecter les règles, il y a en plus le fait qu'on a justement une justice et des métiers d'auxiliaire de justice qui sont très peu pourvus. Donc, ça ne facilite pas non plus la tâche à ces gens-là qui travaillent justement pour essayer d'établir une justice au Gabon. Et qui paye le prix fort, eh bien, c'est la population, ce sont les citoyens. Quand vous avez 110 avocats, par exemple, ou 120 avocats, alors je pense que c'est plus 110 que 120, ça, en tout cas c'est entre 110 et 120, 124 par là, avocats au Gabon, ça veut dire que vous avez des gens qui sont, je sais pas moi, par exemple à Tchibanga, à Mayumba, qui peuvent avoir un sérieux souci et avoir besoin d'un avocat pour les défendre, parce que la loi va dire que c'est obligatoire, par exemple, d'avoir un avocat pour aller devant telle juridiction. Même s'ils n'ont pas d'argent, et c'est pas le sujet, parce qu'il est censé y avoir aussi un système d'assistance judiciaire pour accompagner financièrement les personnes qui n'ont pas suffisamment d'argent à avoir un avocat, un huissier, etc. Bref. Même s'ils n'ont pas d'argent, eh bien, ces personnes-là vont se priver, vont renoncer à leurs droits. Je rappelle que le droit à la justice, à l'accès à la justice, c'est un droit fondamental. Ils vont renoncer à leur droit à la justice parce que, justement, au-delà de leur situation financière, ils ne peuvent pas matériellement avoir un avocat puisque au Gabon, il n'y a qu'un seul barreau, c'est le barreau du Gabon. Le siège, c'est à Libreville. Vous allez avoir quelques cabinets comme ça à Port-Gentil, par exemple, ou à Franceville, ou éventuellement à Oyem. Mais dans le reste des grandes capitales, il n'y en a pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des avocats qui vont être obligés de partir de Libreville pour aller plaider à Makoko. Vous allez avoir des avocats qui vont être obligés de partir de Port-Gentil pour aller plaider à Tchibanga, etc. Donc, et des avocats, en plus, qui, parfois, ils vont plaider dans des domaines, parce qu'il faut pas croire, hein, en droit, on connaît pas tout. On a des spécialités aussi. Et vous allez voir des avocats, parfois, c'est pas un domaine qu'ils maîtrisent spécialement, et c'est pas pour les mettre en cause, mais parfois, ils n'ont pas le choix. Il va aller plaider dans un dossier à Tchibanga, un domaine du droit qu'il ne maîtrise absolument pas. Et puis, voilà, avec le résultat que ça va entraîner là-bas et tout. Donc, il faut savoir que c'est pas simplement une question de chiffres. Là, il y a des destins qui sont derrière là. Il y a des vies qui sont brisées parce que, justement, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, bon, on essaie d'expliquer des choses, et puis il y a des gens qui vont te dire, il y a des avocats à Lambaréné. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'avocats à Lambaréné. Je suis en train de dire qu'il y a un problème structurel. Je ne sais pas combien d'habitants il y a à Lambaréné, mais s'il y a 2-3 avocats à Lambaréné, vous doutez bien que c'est pas suffisant. Bon. Un autre exemple encore. Vous savez, il y a des dispositions dans le code de procédure pénale qui prévoient que, parce que normalement, la garde à vue au Gabon, c'est 48 heures. Et puis, on peut proroger de 48 heures en plus, maximum. Donc, ça fait maximum 4 jours. Voilà. Et en fait, vous allez voir que dans notre code de procédure pénale, il y a des dispositions qui prévoient que dans certains endroits du Gabon qui sont reculés et où on ne peut pas facilement avoir accès à un procureur parce que tout ce qui est garde à vue, etc., c'est mis en place par comment il s'appelle encore? Les officiers de police judiciaire, mais c'est sous la direction du procureur de la République. Et donc, il y a des endroits, je pense notamment à Makoko, le Gué-Vindo, en tout cas les provinces comme ça, le Gué-Vindo, la Nyanga, les pauvres, je les cite pour cause, hein. Enfin, j'ai des retours du terrain notamment dans ces provinces-là, au Kulamutu, au Gué-Vindo, Nyanga, etc. Vraiment, les pauvres, c'est extrêmement compliqué pour eux. Et donc, on a mis une disposition dans le code de procédure pénale qui prévoit que on peut aller jusqu'à 1 mois de garde à vue, il me semble que c'est ça, jusqu'à 1 mois de garde à vue, tout simplement parce que c'est compliqué de pouvoir mettre la main sur un procureur de la République quand on est dans un coin reculé comme Pana, par exemple, et puis Pana dépend du coup de Koulamtou, quand on est dans un coin reculé comme, Mayumba, par exemple, et puis Mayumba dépendant du tribunal de Tchibanga. Donc, vous voyez, là, vraiment, au-delà des simples chiffres, il y a des situations concrètes comme ça où le droit est parfois obligé d'être plus dur vis-à-vis de certaines personnes pour des problèmes structurels qu'elles n'ont pas choisis. Les gens qui vivent à Tchibanga ou les gens qui vivent à Pana, etc., c'est pas à cause d'eux qu'ils se retrouvent dans un coin reculé où il n'y a pas la route, où on ne peut pas facilement communiquer, où on ne peut pas donc facilement communiquer avec le procureur pour mettre en œuvre la garde à vue comme c'est prévu dans le principe, c'est-à-dire 48 heures et maximum 48 heures renouvelables. Et ils sont obligés de subir ça.
Donc, vous voyez que voilà autant de problèmes structurels qu'il faut penser à régler. Au lieu d'aller faire des briques de broc à gauche, à droite, d'essayer de bricoler des choses au mépris des droits fondamentaux des gens, parce que c'est de ça dont il s'agit. La garde à vue est une mesure suffisamment contraignante comme ça pour qu'on n'en rajoute pas une double peine aux gens, tout simplement parce qu'ils sont dans des régions qui n'ont pas été développées par les politiques publiques. C'est pas de leur faute. Donc, vous voyez, il y a autant de sujets, vraiment autant de sujets. N'en parlons plus du sujet des notaires. Et la réalité, pour être un peu plus transparent avec vous, c'est que en vrai, le notariat, ça se transmet un peu de manière familiale. Voilà, j'ose le mot. Ça se transmet un peu de manière familiale. Et en réalité, c'est pour ça qu'il n'y a pas autant. Et déjà, c'est flou. On va pas savoir très précisément quelles sont les règles qui font en sorte que quelqu'un, quand il sort de l'UEB avec son master 2, puisse devenir notaire, hein, déjà. Deuxièmement, voilà, c'est un peu une affaire de famille. Donc, si tu n'as pas le bon nom, machin, je veux pas citer des noms et des groupes ethniques, c'est même pas des noms que j'allais citer. Je veux pas citer des groupes ethniques ici pour éviter de stigmatiser. C'est pas ça mon sujet. Je veux juste mettre la lumière sur comment on appelle, la problématique du phénomène, parce que malheureusement, il y a pas beaucoup de monde qui savent qu'en réalité, il y a ces problèmes-là qui se posent dans ces domaines-là parce que ils sont pas de ces domaines-là. Quel autre problème encore? L'autre problème aussi, c'est que justement, les juges d'instruction ont beaucoup tendance à mettre une grande majorité de gens en détention préventive, alors que c'est pas forcément nécessaire. Pourquoi est-ce qu'on met les gens en détention préventive? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de système d'adressage au Gabon. Même dans la capitale du Gabon, Libreville, il n'y a pas de système d'adressage. C'est-à-dire que toi, en France, par exemple, le Phoenix, si le juge d'instruction veut te convoquer, il t'envoie un courrier. Mais au Gabon, c'est impossible. Donc, qu'est-ce que les juges d'instruction font? Les petits, là, qui font des larcins à gauche, à droite, je ne dis pas que c'est une bonne chose de faire des larcins, bien sûr. Mais je suis désolé, un petit vol d'une chaîne IFI ou d'un écran plat, vous pensez vraiment que ça vaut 3 ans, 4 ans de détention préventive? Enfin, disons-nous un peu les choses. Disons-nous les choses. Mais on prend ces gens-là, on les met en détention préventive parce que, voilà, on veut être sûr d'avoir la main sur eux quand on aura besoin d'eux pour les actes de procédure. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez à avoir plus de 3300 personnes dans la prison centrale de Libreville. Et sur les 3300 personnes, près de 70% sont en détention préventive. Et mieux, non seulement près de 70% sont en détention, près de 70% d'entre eux sont en détention préventive, donc surpopulation carcérale gratuite. Mais en plus de cela, on dépasse toujours, quasi systématiquement, on dépasse les délais de la durée légale de la détention préventive. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps où j'expliquais le cas d'un jeune Gabonais qui a passé 10 ans en détention préventive pour une affaire de vol. À la fin, il a été relaxé. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune preuve pour qu'on puisse le condamner. 10 ans en détention préventive. Le gamin, il est rentré à 20 ans, il est sorti à 30 ans. Vous vous rendez compte? Donc, quand on parle des chiffres, quand on parle du fait qu'il faut plus de juges, il faut des gens mieux formés, il faut ceci, les gens vont venir nous dire, ah, est-ce qu'on a besoin de 500 juristes? Ah bon? Attends, Ouais, ça c'est tout est fait, hein. 10 ans en prison et on te dit que non, tu n'es pas coupable. Oui. Oh, 10 ans en c'est détention ça. préventive. Et c'est pour ça que j'alerte les Gabonais en disant que ne pensez pas que quand quelqu'un est en prison, ça veut dire que la personne est forcément voyou, délinquant. Non, parce qu'il y a ces mécanismes-là du droit que les gens ne connaissent pas forcément. Et en plus de cela, n'importe qui peut être impliqué dans une procédure pénale. Et c'est pas, une fois de plus, c'est pas parce qu'on est impliqué dans une procédure pénale qu'on est nécessairement coupable. Et quand vous avez un système de la justice qui dysfonctionne autant, qui dysfonctionne de manière aussi chronique, n'importe qui, personne n'est à l'abri. Là, je suis en train de vous parler de l'affaire du gamin là qui a passé 10 ans en détention préventive. Ça vous semble loin, mais ça arrive à tellement. Vous n'avez pas idée. C'est-à-dire que ce n'est pas exceptionnel. C'est même presque la norme en fait. Ça arrive tellement. Dernièrement, il y a eu la session criminelle. Vous avez entendu? Non, je sais pas ceux qui se sont intéressés un peu à la session criminelle. Les gens passaient, la majorité d'entre eux là, vous allez entendre 5 ans de détention préventive, 8 ans de détention préventive, 7 ans de détention préventive. C'est pas conforme à la loi, hein. La loi, même quand c'est un CRIME, c'est maximum 24 mois de détention préventive. On a d'ailleurs eu un cas qui permet de mettre la lumière sur cette situation. Cilia Bongo et sa suite. C'est pas ils ont obtenu la mise en liberté provisoire. Ça faisait, je crois, 20 mois de détention préventive pour eux. C'est ce que la loi prévoit, oui. Mais là, quand c'est pour eux, la loi est appliquée, l'écrasante majorité des Gabonais qui n'ont ni père, ni mère, ni machin, ni non, ni quoi. Eux, ils passent les 7 ans, 8 ans en détention préventive, hein. Ngori, comme on dit, hein. Donc voilà. Je vais pas aller loin, mais bon. Le Gabon, là, pardon. Le Gabon. Olivier devait revoir tout ça. Les 7 ans, là, les 7 ans. Fini, je vais parler après. Esther, je vais parler. Moi, je vais vous renvoyer au discours du président à l'émission Un président projet pendant les élections présidentielles. Vous vous souvenez, il avait dit les magistrats exagèrent.
il était même allé un peu plus loin, je le paraphrase, ils lui font du chantage. Ils demandent des primes, alors qu'ils peuvent tout simplement faire comme la DGDI. Ils peuvent prendre 95% de leurs recettes et puis se partagent ça. Entre qui, on ne sait pas. C'est ce qu'il avait dit. Hein. Oui, je me rappelle. Je n'invente rien parce que les magistrats réclamaient pas mal de choses et Je tout. me rappelle de ça, oui, c'est vrai. Et voilà, ils exagèrent. Pourquoi ils n'écrivent pas leur propre argent? Je ne sais même pas si le président s'est rendu compte que il parlait des fonctionnaires. Les agents de la DGDI n'ont pas le droit de retenir 95% de leurs recettes et se partager ça. Surtout qu'on ne sait même pas s'ils se partagent ça entre tous les agents de la DGDI ou bien ils se partagent ça entre les plus gradés. On ne sait pas. Mais on sait que 5% des recettes de la DGDI sont versées au trésor public. Parce que pour avoir fait le passeport, nous tous on sait qu'on passe sur 2 guichets. Un guichet qui est marqué DGDI sur ton reçu et un guichet qui est marqué trésor public. Donc on est là, on est dans un pays où on demande aux agents publics qui sont payés par l'argent du contribuable de prendre dans l'argent du contribuable 95% des recettes qu'ils font rentrer pour leurs primes. Et leur salaire de base est retiré dans les 5% qu'ils envoient au trésor. Est-ce que vous trouvez que c'est logique? Comment un pays peut fonctionner avec des mécanismes aussi ambigus? Et puis on se demande où va l'argent du pays. Bon, quand vous dites que le magistrat peut créer lui-même sa source de revenus, n'interdisez pas aux enseignants de vendre les notes. N'interdisez pas aux enseignants de dire à un enfant que non, si tu veux avoir 10 de moyenne, il faut me donner 50 000, 30 000, 100 000 pour refaire ton bulletin pour passer en classe supérieure. Parce que lui aussi cherche à joindre la rentrée de septembre, il va payer les fournitures de ses enfants avec quoi? Il va payer les fournitures. Je n'extrapole rien. C'est ce que le président avait dit. Je n'extrapole rien. Il avait bien dit ça. Faut pas venir dire non, je n'ai pas compris les propos du président. Il a dit non, faut pas m'énerver. Ce sont les tarés des ciboulots. Ce sont les tarés des ciboulots. Faut pas les écouter. Je savais les gens bêtes. Ceux qui font le passeport au Gabon. Le commentaire là, tu n'avais pas vu ça. Hein? Je vous invite, ceux qui font le passeport au Gabon. Quand vous partez faire le passeport au Gabon, il y a pas de, vous ne passez pas par 2 guichets. Il y a un guichet, il y a un reçu qui est écrit DGDI. Vous n'avez pas il y a un reçu qui est écrit Trésor public. Le président avait dit, faites comme à la DGDI. Et même il crée leur propre argent. Si avion lui met ça là, il se partage ça. Si tu veux, on te remet ça. Mettez, c'est mieux. Mettez. C'était quel à Gabon 24, non? Ou bien? Oui, un président, un projet. Vas-y, maintenant, Mwang. On est là, on attend. Attends, je cherche la partie. Esther n'a qu'à parler, en même temps, on attend la partie là. Donc, quand vous êtes déjà dans un pays où lui-même, le président, il est venu dire que créez votre propre argent. J'invite maintenant les enseignants aussi à trafiquer les bulletins. Là, c'est la rentrée. Les enfants cherchent à s'inscrire dans les établissements, ils cherchent la place. Vendez les places à 100 000, à 200 000, à 250 000, comme on faisait avant. Parce que indirectement, c'est ce que notre président nous dit. Je le dis, c'est pas de gaieté de cœur. Mais voici dans quoi nous sommes au Gabon. Exact. C'est-à-dire qu'on rentre par effraction partout. Même dans les domaines où il ne faut pas rentrer par effraction. Et vous vous étonnez qu'il y a des petits lapins faméliques qui viennent là sur les lives là, raconter des histoires qui n'ont ni tête ni queue, parce qu'ils sont partis étudier au Brésil. Et puis ils sont devenus super, je ne sais pas trop quoi. Oh non, au Brésil, on fait comme ça. Mais mon frère, depuis que tu t'exprimes là, même ton code linguistique pose problème. C'est la preuve que tu as un parcours scolaire Ibrougoudou Ibragada. Non, parce que non, c'est la preuve que même le code linguistique pose problème. C'est le gars, il est même mal à l'école. Quand on prend ceux qui n'ont pas eu les matières, c'est-à-dire les profs, dans les matières fondamentales, on ajoute ceux qui ont trafiqué les bulletins, on ajoute ceux qui ont trafiqué les relevés de notes à l'UOB pour être des juristes. Est-ce que vous voyez dans quel type de société nous sommes? Nous sommes dans une société malade.
Et malheureusement, notre président nous a même montré que nous étions dans une société malade. Parce qu'il a normalisé le fait que la DGDI prend 95% de leurs revenus. Au passeport, c'est quoi? 45 000, non? Oui, apparemment. 40 000, c'est pour la DGDI, 5 000, c'est pour le trésor public. J'ai encore mes reçus, hein, quand j'ai parti faire mes passeports au Gabon. Il y a bien un reçu qui écrit DGDI et un reçu qui écrit trésor public. Tapoter, partager, s'il vous plaît. Le reçu qui est écrit DGDI là, l'argent rentre dans le compte de qui? Et est-ce que c'est tous les agents de la DGDI qui se partagent ce revenu-là? On parle quand même de 40 000 francs. Imaginons, ça c'est seulement les passeports, mais les titres de séjour. Le prix du titre de séjour varie selon le pays d'origine. Tapoter, partager, envoyer les cadeaux, vous écrivez Good Life. S'il vous plaît, respectez les consignes. On va atteindre 200 cas. En Voilà, attendant. le professeur peut vendre ses fascicules, ce qu'il n'a pas le droit de faire. L'enseignant peut, le proviseur peut vendre les bulletins de notes. Oui, c'est qu'il ne fait pas partie de ces. Mais puisqu'il faut que lui aussi cherche là où il va toucher sa prime. Il faut que lui aussi cherche là où il va toucher sa prime. Donc il faut qu'il crée de la richesse. On demande aux gens qui délivrent des services de créer de la richesse, de créer leur propre argent. Est-ce que vous voyez la dangerosité de dire que les gens qui sont au tribunal là-bas doivent créer leur propre argent? Je parle sous le contrôle d'un juriste. Imaginez-vous un seul instant que pour qu'on te juge même, on te dit non, il faut miser. Si tu veux que le procureur te reçoive, imaginez un seul instant. Mais Esther, même pour recevoir le ministre, tu sais qu'on paye. Tu sais ça? Même pour avoir ton propre rappel, tu dois miser. Tu mises pas, toi mise oh. Même pour toucher tes propres vocations, tu dois miser. Vous êtes allé dans quelle université? Dans le pays étranger, et puis vous avez vu qu'on vous vend les fascicules. Vous avez vu ça où? Non, citez-moi un seul pays développé au monde où on vend les fascicules. Les droits universitaires, c'est tout ça. L'enseignant est payé pour ça. Déjà, même un enseignant qui se respecte doit donner son cours. Tu es venu enseigner, qu'est-ce que tu vas enseigner aux enfants? Ton cours est où? Parce que vous pensez que le fascicule, c'est quoi? Le fascicule, c'est quoi d'abord même pour vous? Pour vous, le fascicule représente quoi? Le fascicule, pour vous, ça veut dire quoi d'abord, le fascicule? Le syllabus. Si vous voulez, on appelle ça un syllabus, ça veut dire quoi? Il est payé pour ça. C'est comme ça que quand vous soutenez à l'UOB, vous donnez encore le cadeau au directeur de mémoire. Vous amenez encore tout un sac, un petit panier, vous mettez le vin dedans, vous mettez encore les sucreries dedans, vous dites merci au directeur de mémoire. Il est payé pour ça, c'est son travail. D'ailleurs, même, pour être jury, même là, il y a une... On dit que c'est 35 minutes, 35 minutes, moine. Viral est monté, il va changer avec Viral. Il est là, Esther. Ils sont payés pour ça. Viral est là. Viral. S'il vous plaît. Bonsoir. Bien, j'ai trouvé, hein. J'ai trouvé. On met d'abord, moi, mets d'abord la partie. Je veux faire, en fait... Attendez, monsieur Viral, 2 secondes. Attendez. Oui, tu veux dire quoi? En fait, il y a juste une petite information que je voulais repréciser pour éviter que les gens partent avec une fausse information par rapport à ce que je disais. Je vous ai dit tout à l'heure que quand... Attends-moi. Vas-y, Kani. Oui, je vous ai dit que... Oula. Vas-y. Oui, je vous ai dit tout à l'heure que quand il y a éloignement ou quand il y a des difficultés de communication dans une zone du Gabon et qu'on doit mettre en place une garde à vue, ça pouvait aller jusqu'à 1 mois. Je rectifie, c'est pas 1 mois, c'est 8 jours. Alors que la garde à vue normale, c'est 2 jours. Donc vous voyez que, enfin, la garde à vue normale, c'est 2 jours et on peut la rencontrer que 2 jours, voilà, en temps normal. Mais vous voyez que quand on est dans une zone comme Pana ou bien en tout cas une zone reculée, parce que justement on n'a pas accès facilement à un procureur, on peut aller jusqu'au double du maximum légal de la garde à vue. C'était pas 1 mois, c'est 8 jours. 8 jours, c'est quand même déjà énorme par rapport au fait que la garde à vue ne dure que 48 heures en principe. Donc voilà, cette précision est importante quand même. Merci. Moi. Comme ça, refais un peu. On dit il faut octroyer des primes à la magistrature. J'ai lu le fichier. La prime la plus basse, 1 million. Magistrat moyen, 2 millions. Magistrat hors catégorie, 3 millions. Total, 25 milliards. Où trouve-t-on cet argent pour payer les primes de 25 milliards? Il faut qu'on se dise la vérité dans ce pays. Vous trouvez 25 milliards où pour payer ces primes?
Et vous voulez m'amener à signer un document comme ça? Je ne vais jamais le signer. Oui. En France, ailleurs, la magistrature fait rentrer de l'argent. Pourquoi ne pas fonctionner comme le CEDOC? Faites rentrer de l'argent. Vous versez 5% à l'État. Et le reste, c'est pour vous, ça vous. Ce sont vos prix. C'est ce que le CEDOC. Voilà maintenant viral. Réponds. Ils versent 5%, le reste, Mais stop. ils ont les prix, ils ont les fonctionnements. Viral. Envoie d'abord 10 lions. Vous allez me laisser parler comme Viral, envoie d'abord 20 lions d'abord, après tu parles. Parce que c'est ce que Esther a dit là. Partagez-vous, c'est vos primes. Donc c'est pour vous. Maintenant, envoie d'abord 20 lions. Non, non, non. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Attention. Ah! Remets, moi. Arrête. On remet. Attends, non. Viral. Non. Tu as dit, attends, attends d'abord, tu vas parler, on est là, t'inquiète. Tu as dit en commentaire que le président n'a pas dit que vous prenez l'argent là pour vous. Voilà. C'est ce que tu as dit. Mais quand on écoute la note là, il dit, c'est pour vous, ce sont vos primes, ça c'est pour... qu'est-ce que tu vas arranger? Il a dit, faites comme le CEDOC. Il a dit, c'est pour le fonctionnement. Attention, Non, c'est pour votre fonctionnement. Non, il a dit... Les gars, fonctionner, attends, regarde. Attends, Viral. Fonctionner comme le CEDOC, ne veut pas dire c'est le fonctionnement. On dit fonctionner, c'est que faites pareil comme le CEDOC. Mais le budget Non, il a de dit, fonctionnement est inscrit dans la ligne budgétaire. fonctionnement. Mais non, Il donne 5% à l'État, il donne 5% à l'État, et le reste, Mais il s'enfonce même encore. Le Phénix, c'est ça la phrase. Non, c'est pas grave. Il donne 5%. Ok, on a compris. Il donne 5% à l'État. Ok, Viral, on remet la note. Le Phénix, il s'enfonce même encore. Il s'enfonce même encore parce que le CEDOC a un budget de fonctionnement. Il parle de quel argent encore de fonctionnement? Lequel? Il s'enfonce même encore. Il peut essayer. Au moins, mets la vidéo. On met. On écoute, mon frère Viral. Et vous voulez m'amener à signer un document? Engouement, papa. Je ne vais jamais le signer. En France, ailleurs, la magistrature fait rentrer de l'argent. Pourquoi ne pas fonctionner comme le CEDOC? Faites rentrer de l'argent. Vous versez 5% à l'État. Et le reste, c'est pour vous, ça vous. Ce sont vos prix. C'est ce que... Coupe. Il a dit quoi là? Déjà coupe. Le CEDOC. Ferme ton micro, tu vas parler, Viral, tu vas parler. Le CEDOC, donc la DGDI aujourd'hui, n'est pas une institution autonome. D'accord? L'une des rares institutions autonomes qu'on a dans les pays, on va dire démocratiques, c'est l'université. Est-ce que vous comprenez? C'est l'université qui a son propre budget de fonctionnement et par la suite est subventionnée par l'État. Parce que l'université, juridiquement parlant même, est une institution autonome. Voici pourquoi on parle de droits universitaires qui sont reversés à l'université parce qu'ils ont un compte, ils ont leur propre compte bancaire, ils ont leur service comptable et l'État vient les subventionner en fonction de ce qu'ils ont fait entrer. D'accord? Le budget de fonctionnement du CEDOC, c'est dans la ligne budgétaire de l'État. Ils ont déjà un budget de fonctionnement. Parce que les agents du CEDOC sont d'abord des agents publics, c'est des fonctionnaires. Donc leur prime, c'est pas eux-mêmes qui doivent créer ça. Et c'est ce que le président de la République a dit à son interview. C'est grave. Et tu viens nous dire c'est leur budget de fonctionnement. Tu t'enfonces même? Qui a dit qu'ils doivent créer leur budget de fonctionnement? Les budgets de fonctionnement, c'est dans les cas des institutions autonomes. Et après, ils sont subventionnés en retour par l'État. Le cas de l'université, par exemple. Allez-y lire les textes de l'université. Voici pourquoi c'est une aberration que le recteur de l'université soit nommé en conseil des ministres. Parce que l'université est d'abord une institution autonome. Donc on peut comprendre si l'université a son propre bancaire, son propre compte bancaire, s'il récupère déjà, même nous on paye les frais, les droits universitaires directement au trésor public. Alors qu'en France, quand tu peux payer les droits universitaires, c'est l'université qui t'envoie la facture, c'est pas le trésor. Tout à fait, je confirme. C'est pas le trésor, c'est bien la comptabilité de l'université qui t'envoie la facture. Et ils démantèlent même, ils te disent même, les frais universitaires là sont dispatchés comme suite. Ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, c'est détaillé dans ta facture. Alors que nous au Gabon même, l'université qui est censée être une institution autonome, reversait ses fonds directement au trésor public et attendait que le trésor public nous renvoie les fonds. Alors que si nous-mêmes on gérait nos propres fonds, peut-être que ça ne pourrait pas fonctionner comme ça. Alors qu'au trésor, on vous dit bien que à la
DGD, on vous dit carrément qu'ils prennent 95% de leurs recettes. Qui va à la présidence sur même. 45 Esther, pour compléter ce que tu dis, même le reçu du CEDOC, c'est marqué présidence de la République. Ce qui est déjà DGDI, présidence de la République, effectivement. ce qui est déjà à dénoncer. Et le pire, c'est que Oligui vient prendre ça comme exemple pour justifier que les magistrats doivent se créer leur prime, alors que ce qui se fait déjà à la DGDI n'est pas normal. Tu vois? Le live. On va atteindre 200K. Tapotez, envoyez les objectifs, vous écrivez qu'on a des cadeaux qui sont envoyés. Tapotez-moi le live. On atteint 200K. Je peux parler, s'il vous plaît. Oh, vous êtes terrible. Hein. C'est quoi ça, la télévision? Monsieur Viral. Je suis monté pour parler. Oui, tu vas parler. Monsieur Viral. Est-ce que tu peux maintenant retirer ton propos en disant que non, elle extrapolait? Alors, l'extrapolation, c'était pas dans la partie où elle disait qu'il se partage l'argent. L'extrapolation, je peux parler, s'il vous plaît. Elle a dit, et je confirme ce que vous avez dit comme quoi, il a dit, c'était gens qui gardaient, c'était effectivement leur prime était prise à l'intérieur d'un parti qui gardait les 95%. C'est vrai, c'est ce qui a été dit par le président que vous avez passé. Je confirme. L'extrapolation, c'est le fait qu'elle dise qu'un professeur doit maintenant vendre les notes. Non. Un professeur qui a vendu ses fascicules, il a vendu ce qu'il veut. Non, excuse-moi de te couper. Il faut arrêter le vampire. Même la vente de fascicules, excuse-moi. Il faut arrêter le vampire. Il faut arrêter le vampire. Qui fait que le On Gabon parlait stagne. ici de la DGDI. Et c'est là que tu as dit que non, elle extrapole les propos. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Elle extrapole les propos du président. Et c'est là que j'ai demandé à moi. Il a dit, oh mais, j'ai dit mais. Il faut arrêter. Et c'est après ça qu'elle a commencé à parler maintenant de... Donc, un professeur doit prendre les fascicules, etc. Il faut arrêter le vampire. Quand tu as tort, dis que tu as tort. C'est tout. Pourquoi tu veux mentir? Phoenix, c'est moi qui parlais des fascicules, c'est moi qui parlais de ça. C'est sûr, ceux qui parlaient des fascicules. Mais non, elle a dit avant les fascicules, elle a dit quoi? Non, ok. Non, elle a dit le professeur va leur vendre, excuse-moi. Laisse-moi finir, tu vas parler, parce que là tu as tout demandé, je ne sais pas comment. Elle a dit, ok, tu as parlé des fascicules. Elle a dit en haut que non, les professeurs peuvent vendre les notes. Ou bien, les notes, voilà, les notes. Je vais reprendre mot pour mot ce que j'ai dit. C'est incroyable, les gens. Je vais reprendre mot pour mot ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Elle a dit, elle a vendre les notes. Viral, ferme ton micro. Moi, c'est abusé de parler comme ça. Un professeur crée son argent en vendant ses micro, Viral. mais pas les notes. Viral, laisse pas parler, Esther, vous parlez, non. Vous parlez, on vous laisse parler. Qu'elle finisse, non, avant de finir, il faut que je restitue pour qu'ils comprennent le français. Ok, attends, Viral, tu vas parler, j'ai dit ceci. Comme ça, tu vas parler, t'inquiète. Esther, laisse-moi Ferme parler. ton micro. Déjà, tu mens. Ferme ton micro, j'ai dit ceci. J'ai dit de fermer ton micro. Je ferme ton micro, tu fermes. J'ai dit de fermer ton micro, tu vas pas. N'énervez pas les gens. Ferme ton micro. Tu ne fermes pas, tu vas descendre. Je peux te faire parler. descendre. Je ne te laisse pas parler. Je te laisse parler. Tu dis des choses. Non, mais donc, descends. Descends du live. D'abord, tu nous mens, et puis on te montre que tu nous mens, et puis maintenant, tu veux encore jouer les grados. Déjà, Alors que tu es un menteur. On va pas perdre du temps avec toi. J'ai dit ceci. Incroyable. Je retiens bien ce que j'ai dit. Si vous autorisez aux agents de la DGDI de récupérer 45% des recettes, 95% de leurs recettes, 95% de leurs recettes pour se partager ça, n'interdisez pas à l'enseignant de vendre les notes. Parce que lui aussi cherche les primes. C'est ce que j'ai dit. Pourtant, c'est ce que tu N'interdisez pas à l'enseignant, à l'UOB de vendre les fascicules. Je comprends pas. Les Gabonais, vous êtes grave. Hein. Il faut éviter la mauvaise foi. Voici des gens qui détournent l'argent de l'État. Les derniers depuis des années. Et le président vient nous avouer ça à la télé, que voici comment eux, ils fonctionnent là-bas. Mais n'interdisez, vous connaissez dans quelles conditions les enseignants travaillent au Gabon? Les enseignants du primaire, du secondaire. On a perdu une enseignante qui avait été mordue par un serpent. Tenez ça live ici, là. Ta fille de 2 ans. Sa fille de 2 ans. Et toi, tu viens monter pour me traiter de menteur, ça va pas dans ta tête, là? Donc, si le magistrat peut détourner 80%, même le magistrat, l'agent de la DGDI peut détourner 95% des revenus de l'État, parce que c'est les revenus de l'État qui doivent rentrer dans les caisses de l'État. N'interdisez pas aux professeurs ou bien aux maîtres ou à l'instituteur de vendre les bulletins de notes. Eux aussi doivent produire maintenant la richesse. Ils ne délivrent plus les services. Ils doivent chercher leur prime. Et vous voulez qu'ils aillent chercher leur prime où?
Indirectement, c'est ce que ça veut dire. Donc, dans tous les domaines où on délivre des services au Gabon, chaque fonctionnaire doit maintenant chercher comment il va avoir l'argent pour arrondir ses fins de mois. Le service public est mort, quoi. Voilà, parce que chacun va faire, quand vous dites que non, on donne les fonds de souveraineté aux agents, on appelle ça comment? Des régies financières pour éviter la corruption. Vous pensez qu'un enseignant-chercheur, on ne peut pas le corrompre? Vous connaissez comment le service de la scolarité modifie les relevés de notes des étudiants? Quand tu vas regarder, nous, comment on faisait pour sauver nos notes? On était obligé de filmer les relevés. Parce que quand tu partais maintenant au service de la scolarité là-bas, tu te retrouvais avec les zéros. Parce que vous ne savez pas le circuit que le relevé de notes prend. Le relevé de notes passe d'abord par ton département. C'est le département qui sort le relevé, qui envoie à la scolarité avec un procès verbal du chef de département. Donc, c'est le PV de ton département qui fera foi au niveau de la scolarité. Mais on te dit qu'il y a des gens à la scolarité là-bas qui trouvent encore le moyen de falsifier. On l'a vécu à l'université. Moi, j'ai fait 2 semaines pour réclamer mon 15 qui était devenu 10. Et le chef de département de me dire, Délicat, tu n'es pas chez toi ici, là. Tu as déjà validé la matière, c'est suffisant. J'ai dit que moi, j'ai validé la matière avec 15. Il allait plus loin en me disant, déjà, tu n'es même pas une belle femme, tu défiles dans mon bureau tous les jours. Parce que les gars avaient déjà changé. Il met la note qui veut machin. Et il prend ton 15, il donne à un autre étudiant qui a payé. Il donne mon 15 à un autre étudiant qui veut avoir la bourse pour quitter le Gabon. Oui, oui. Parce qu'il y a des machins. Donc, quand toi, tu te tortures, tu étudies toute la nuit pour avoir ton 14 parce que pour quitter le Gabon, il faut avoir 14. Toi, tu n'es pas belle pour venir dans mon bureau. Monsieur, parce qu'il a mis à sa petite copine ton 15. Même au CUS. Moi, j'étais au CUS. C'était comme ça. Vous voulez parler de quoi ici, là? On donne à quelqu'un. Ne pas à ces gens-là de nous faire ça, de vendre les notes, de falsifier les relevés. Je vous explique, Esther, je vous explique. C'est-à-dire que quand toutes les copies sont corrigées, non? On sait par exemple qu'il y a eu 5 étudiants qui ont eu 10, 3 étudiants qui ont eu 11, 4 étudiants qui ont eu 12, 5 étudiants qui ont eu 13, ainsi de suite. Ce nombre-là ne peut pas bouger. Mais on intervertit les notes. On va prendre ton 13, on va attribuer à l'étudiant qui est l'enfant de X ou de Y et qui doit absolument passer, et ainsi de suite. Même au CUS, c'était comme ça. Je vous dis que j'ai des collègues médecins, même s'ils m'écoutent là. On se connaît entre nous. Je vous dis que j'ai des collègues médecins. Oh mon Dieu, si je devais ouvrir ma bouche. Ceux-là, si mon petit frère me dit, ou ma petite soeur me dit qu'il va voir celui-là, j'ai dit pardon. Pardon. C'est-à-dire le fils de quelqu'un qui travaille dans le rectorat, qui a redoublé toutes ses classes, la 6e en terminale. Chaque année, il changeait de lycée. Il faisait chaque classe 3 fois. Arrivé au CUS, parce que son parent travaille au rectorat de la faculté, il devient super étudiant. Il fait 8 sur 8, 7 sur 7. En volant les notes des gens. On prend ta note, on donne à un tel. Et toi, on prend la note, on t'attribue. Ainsi de suite. Parce qu'il a donné de l'argent. Tu vois un peu? Donc, je confirme. C'est pour confirmer ce que disait Esther, en fait. Merci. Ron Blue. Micro. Il s'est trompé de live. Samrita. Vous m'entendez ou pas? Je comprends, on t'écoute. Je comprends les gens qui montent sur les panels là. Ils savent qui sont sur les panels, hein. Vas-y, en fait, c'est un sujet qui est très intéressant et je vais en profiter pour faire... tu vas encore profiter, il a fait 8 heures, hein. Oui, je sais, mais enfin, c'est dommage que ce soit que ces sujets-là, ça abordé à la fin du live, c'est dommage, mais bon. Parce que il faut qu'on fasse un peu de, comment ça s'appelle encore là? Faut qu'on fasse un peu de pédagogie, en fait, à l'endroit de nos concitoyens. Parce que je pense que quand certains propos sont tenus, des propos qui peuvent être contraires aux principes de base de la République, et que ces propos-là sont bus ou admis par une écrasante majorité des citoyens, ou en tout cas l'écrasante majorité des citoyens considèrent que c'est normal, le problème, pour moi, c'est les citoyens. C'est les citoyens qui ne savent pas quels sont les grands principes qui encadrent le fonctionnement de la République et qui trouvent normal les propos qui vont à l'encontre de ces principes. Bref. Déjà, les magistrats, que ce soit la DGDI. La DGDI, ce sont des officiers de police judiciaire, non? C'est une direction de la police, il me semble, qui dépend du ministère de l'Intérieur. Bon. Donc, qui dit ministère de l'Intérieur, qui dit police, dit
fonction publique, administration publique, le but c'est quoi? C'est servir l'intérêt général au travers du service public. Bon, pareil pour les magistrats. Les magistrats, ils dépendent du ministère de la Justice. Ils font une mission de service public. Déjà, le premier principe, c'est que le service public est gratuit. Ça, c'est un principe fondamental en droit administratif. Et il me semble que le Gabon, le droit administratif gabonais s'inspire de la coutume française en la matière. Donc, il n'y a pas de raison qu'en France, le service public soit par principe gratuit et qu'au Gabon, ce soit le contraire. Bon, bien sûr, à tout principe, il y a une exception. L'exception veut qu'il y ait certains types de services qui, pour X, Y raison, il y a des justifications, soient payants. Mais quand on dit payant, c'est vraiment des sommes, on va dire, dérisoires. Par exemple, bon, aujourd'hui, c'est un peu grave hein, de payer 20 000 francs pour un comment on appelle ça, un certificat, alors comment ça s'appelle encore là, le casier judiciaire, voilà. Bon, je trouve que 20 000 francs, c'est quand même un peu excessif, mais enfin bref. Quand vous allez payer, c'est 10 000. Voilà. Normalement, c'est censé être, les sommes en question là, c'est censé être dérisoire. C'est censé être dérisoire. Par exemple, pour prendre le cas de la France, du coup, dont on s'inspire, quand vous partez faire une demande de visa, il me semble que c'est autour de 70 € par là, même si c'est vrai qu'en France, ça fait un peu plus cher. Enfin, 70 €, ça déplace pas des montagnes non plus. Donc, vous voyez, quand le service public peut être payant, la somme doit être accessible, la somme doit être dérisoire, parce que le principe, c'est que le service public est censé être gratuit. Maintenant, quand dans le cadre du service public, il arrive que les gens n'aient pas d'autre choix que de payer une petite contrepartie pour pouvoir en bénéficier, la contrepartie en question peut avoir différentes appellations, ça peut être une taxe, ça peut être une redevance, etc., etc. Bref, tout ça là, ça a des appellations spécifiques. Pourquoi est-ce qu'on va appeler ça redevance? Pourquoi est-ce qu'on va appeler ça taxe? Pourquoi est-ce qu'on va appeler ça machin? C'est tout simplement parce que cet argent-là, comme c'est l'argent du public, je rappelle qu'on est dans une république, donc la chose qui appartient à tout le monde, à tous les Gabonais, eh bien cet argent-là, il va aller dans les caisses de l'entité publique qui reçoit l'argent, qui encaisse l'argent. Ça peut être l'État, donc ça repart dans les caisses de l'État, comme ça peut être un démembrement de l'État, je sais pas moi, la province, la mairie, etc., etc. Toujours est-il que, oui. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler. Toujours est-il que ça reste de l'argent public. Et comme c'est de l'argent public, eh bien, vous allez vous rendre compte que si vous allez lire la loi organique sur les lois de finances, je ne sais plus de quand date cette loi-là, la loi organique sur les lois de finances au Gabon, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de principes qui régissent la gestion de l'argent public. Il faut comprendre ça. En tant que citoyen, vous ne pouvez pas être dans un pays et ne pas comprendre comment les choses sont censées fonctionner pour que quand quelqu'un va venir vous dire ceci ou cela, vous allez dire, mais non, c'est pas censé être comme ça. Parce que je rappelle qu'une loi organique est tellement importante qu'elle est placée tout juste en dessous de la Constitution dans la hiérarchie des textes juridiques en République gabonaise. Vous avez tout au-dessus la Constitution. Ensuite, vous avez les lois. Et parmi les lois, la loi la plus importante, c'est la loi organique. Parce que la loi organique, elle vient compléter la Constitution. Donc, quand dans la loi organique, on pose notamment le principe de sincérité dans le cadre de la gestion du budget de l'État, ou en tout cas de la gestion du budget de l'argent public, du budget de toutes les autres entités, comment dirais-je, de tous les autres démembrements de l'État, vous ne pouvez pas trouver logique qu'on puisse vous expliquer que une entité publique, une administration publique qui est régie par le droit public, par le droit administratif, puisse puisse bénéficier de 95% des recettes publiques. Je rappelle que c'est de l'argent public. Bénéficier de 95% des recettes publiques qu'elle engendre au titre de primes qui sont reversées aux agents de l'administration en question. Parce que ça organise un peu une forme d'opacité dans la gestion de cet argent public-là. Or, la loi organique sur les lois des finances au Gabon dit qu'il y a un principe de sincérité dans le cadre de la gestion de l'argent public. Comment on fait pour appliquer le principe de sincérité dans le cadre de la gestion de cet argent public-là à partir du moment où 95% de cet argent public, on ne sait pas. On ne sait pas. On dit seulement que vous pouvez prendre ça pour faire vos primes. On ne sait pas comment les primes en question vont être réparties, par qui, sur quels critères. On n'en sait strictement rien. À ce compte-là, c'est quasiment confiscatoire, on se dise les choses. Surtout quand on sait que c'est de l'argent public et que par principe, le service public est censé être gratuit. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de vouloir donner comme idée? On est en train de vouloir donner comme idée aux fonctionnaires que, en fait, vous n'êtes plus là pour remplir le service public, vous devez aller faire le service public et gagner de l'argent avec. Or, c'est pas ça l'idée, la philosophie de base qui est derrière le service public et qui est derrière l'engagement du fonctionnaire.
En réalité, quand vous êtes un fonctionnaire, vous êtes comme un prêtre. Vous faites un sacerdoce. Vous n'êtes pas censé aller vous enrichir dans le cadre de la fonction. On ne s'enrichit pas dans la fonction publique. C'est au Gabon où on a inversé les valeurs par rapport à ça. Et là, je suis en train de... Le propos que je tiens, ce n'est pas un propos politique. C'est un propos républicain. C'est un propos juridique, puisque c'est écrit noir sur blanc dans nos textes juridiques. Que ce soit dans la loi organique sur la loi des finances, que ce soit... Alors, je suis désolé, il y a un avion qui passe très loin, là. Pas très loin, c'est un peu compliqué. Que ce soit dans la loi organique sur la loi des finances, comme je disais tout à l'heure, que ce soit dans le statut de la fonction publique, le statut du fonctionnaire, vous allez retrouver tous les principes que je suis en train d'évoquer là. Donc, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, justement. Surtout quand on sait que dans le fonctionnement de l'administration au Gabon, parfois, l'argent se donne de la main à la main. Moi, je suis déjà allé faire légaliser chez des greffiers au palais de justice de Libreville. Vous allez faire légaliser, par exemple, une décision. Enfin, légaliser, c'est un peu trop dire, mais ils vont mettre des cachets dessus. Quand vous avez une décision de justice, vous êtes obligé pour la faire légaliser et tout, vous êtes obligé de repartir auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision. C'était un truc, je crois que c'était 3 000 francs qu'il fallait payer. Mais enfin, vous remettez les 3 000 francs, et ça, c'est un truc qui m'avait d'ailleurs choqué. Vous remettez les 3 000 francs à la greffière à la main. Ça m'avait d'autant plus choqué que ça faisait à peu près 8 ans déjà que je vivais ailleurs. Et ailleurs, même si c'est 25 € que vous payez, on vous remet tout de suite. Même si c'est en ligne que vous payez ça, on vous remet tout de suite un justificatif, que vous avez bel et bien payé ça. Et c'est un justificatif des finances publiques. Hein. C'est peut-être les finances publiques nationales ou les finances publiques départementales, mais en tout cas, c'est un justificatif des finances publiques. Donc, quand je suis arrivé et que j'ai payé les 3 000 francs CFA à la greffière comme ça à la main, j'avoue, je suis resté un peu quelques secondes comme ça debout en me disant qu'elle allait peut-être me remettre un reçu. Rien du tout. Rien du tout. Dans un contexte pareil, venir affaiblir la loi en ne rappelant pas quels sont les grands principes qui régissent la perception et la gestion de l'argent public, ce sont des propos qui ne favorisent malheureusement pas la République. Et c'est aux citoyens d'être vigilants par rapport à ça. Donc voilà ce que je voulais juste rajouter. Merci beaucoup. On va couper le live. Le Phoenix, oui. Pour enchérir à ce que le frère vient de dire, moi je vais donner par exemple l'exemple de l'hôpital. On va couper le live. À l'hôpital, quand on nous payait nos primes, que ce soit les primes de garde, que ce soit les quotes-parts, c'était toujours le trésor public qui venait, les agents du trésor public qui venaient nous payer nos primes. C'est-à-dire que tout l'argent qui rentrait dans l'hôpital, que ce soit les consultations, les examens publics et tout, ça passe dans les caisses, ça va au trésor public. Et c'est au trésor public là-bas que la secrétaire du DAF calcule quelle est la quote-part qui revient à docteur tel, qui revient à l'infirmier tel, et envoie les états au trésor public. Et c'était toujours les agents du trésor qui revenaient à l'hôpital nous reverser ce à quoi on avait droit. Mais la DGDI, ça fait des années que c'est décrié. Moi, la première fois que je suis allé faire un passeport, j'étais choqué de recevoir un reçu sur lequel il y a marqué présidence de la République. Et c'est pour ça que je me rappelle même que j'ai eu à fréquenter des amis qui étaient des nièces de Nguetsara, à l'époque où Nguetsara était tout puissant DG du CEDOC, quand on disait CEDOC avant. Mais c'est-à-dire, c'est des gens qui sont toujours immensément riches, en fait. C'est des gens qui sont immensément riches parce que tu as cette manne financière-là qui va directement au trésor public, qui va directement à la présidence de la République. Même la présidence n'est même pas sûre que ce qu'on lui envoie, c'est ce qui est rentré. Parce qu'au milieu, là, chacun se sert. Même les petits policiers agents du CEDOC, là. Mais ce qu'on vient leur donner, même, c'est la miette. Parce qu'en réalité, ceux qui entrent là, personne ne sait exactement combien entre au CEDOC. Quand tu penses qu'il y a des pays dont la carte de séjour, c'est à partir de 8 000, 1 million la carte de séjour. Parfois même plus. Mais imagine les milliards qui échappent aux finances publiques et qui se retrouvent dans la poche des gens. Tu vois un peu? Attends, oui. Du domaine de la santé là-bas, il faut expliquer aussi ce qui se passe au centre de vaccination à Kembo concernant les carnets de santé international. Oh là là, mais là-bas c'est... Ils vendent quasiment les vaccins sans piquer. Sans piquer, oui. Oui, ça c'est vrai. Il y a un business de carnets de santé, c'est-à-dire tu pars, on te met seulement les cachets. C'est-à-dire, ceux qui font ça n'ont même pas idée mourir. qui font courir aux gens.
C'est vrai, ça c'est vrai par contre. Ils vendent quasiment les carnets de vaccination sans Non, c'est pas quasiment, hein. C'est pas quasiment, ils vendent. Avec les cachets, tout. Mais la personne n'a pas été vaccinée, on te vend le carnet comme ça. Surtout ceux-là qui peuvent voyager là. Voilà. Mais le certificat phyto à l'aéroport qu'on vend à 10 000 francs, Ça c'est gratos aussi, on ne vérifie rien. Et puis il y a même eu l'inflation sur ça, hein. C'est incroyable, hein. Les prix augmentent même, hein. Oui, les prix augmentent. On va dire qu'il y a l'argent au Gabon, mais les gens volent comme n'importe comment. En tout cas, c'est à chaque... La loi a tout dit, le service public crée la richesse. Chacun vole. En fait, en fait, comment je peux dire ça? Si tu es au haut niveau, tu voles à ton niveau. Si tu es au niveau moyen, tu voles. Si tu es au bas niveau, chacun vole à son niveau. Hein. Voilà. Voici pourquoi tu vas voir les policiers qui disent non, moi je veux qu'on m'affecte à la DGDI. D'autres qui vont te dire non, moi je veux qu'on m'affecte là où on attrape la drogue là-bas. Et le mot, ouais, à la DGS. Voilà, à la DGS. Donc là, on attrape. La fameuse DGSS. C'est la DAF. Je ne sais pas, il y a un service là, le service qui est à la FOPI là. Entre la FOPI et le commissariat de Sogato. C'est la DGSS qui s'occupe de entre la FOPI et le commissariat de Sogato là. Il y a une direction de la police là, c'est eux qui n'ont pas les bonnes. La PJ. Pas la PJ c'est Como. Le B2, la BAC. Non, le B2 c'est la BAC. Qui n'a pas le bon business. Ils sont habillés en noir là. Oui, c'est la BAC qui n'a pas les bons réseaux. C'est la BAC qui souffre. La PJ, ils sont à l'aise. L'autre là, les gars qui sont à la gare routière. À l'aise comment? C'est sûr. Oui, la PJ, tu vois comment ils ont les La PJ est à l'aise parce que les gens t'expliquent comment la PJ est à l'aise. Pour les choses des gens. Quand on t'attrape, voilà, c'est le clad. C'est pas ça, hein? Qui a le bon non, réseau. ça dépasse. Moi, ce que je connais, c'est ce qui est écrit dans le code de procédure pénale. Pour ne pas être. Moi, ce que je connais, c'est ce qui est écrit dans le code de procédure pénale. C'est que vous êtes en train de dire là. Oui, Kaniwa, la PJ, non. Si on t'arrête et puis on t'amène à la PJ pour ne pas être déféré, c'est l'enquêteur qui fait le procès verbal. Si l'enquêteur vous dit donner 300 000, le petit ne sera pas déféré. Le petit ne sera pas déféré. Et le procureur, donc c'est le procureur normalement qui décide de la suite. Quand le procureur vient lire le PV, non. Le procureur vient lire le PV, non. Que l'enquêteur va mettre. Comment d'abord là, ceux qui font d'abord leur PV, après ils envoient, ils transmettent maintenant. Oui, mais tout ça c'est sous la vient constater quoi? Le procureur vient constater ce que l'enquêteur a écrit, ce que l'officier de police judiciaire a écrit. Et c'est sur la base du PV que le procureur te dit maintenant que non, ça mérite soit un mandat de dépôt, soit un machin. Le procureur passe tous les mercredis. Voilà pourquoi, excuse-moi Esther, voilà pourquoi certaines personnes ne veulent plus porter plainte directement à la PJ et tout, ils vont directement au tribunal. Oui. La citation directe. Voilà, il faut la citation directe parce que même là-bas, la PJ là-bas, même dans un simple commissariat, on s'arrange là-bas, normalement pas encore. Ce sont eux-mêmes qui te disent même que si vous avez l'argent, nous réglons ça avant que ça n'arrive chez le procureur. Parce que quand le procureur va venir, nous on ne pourra plus changer ce qu'on a écrit. Exactement. Maman, tu as combien? Mais faut en écriture, c'est un CRIME. Attention, hein. Faut en écriture, surtout par une personne dépositaire de l'autorité publique. C'est un CRIME. Dans les cas de VIOL, hein, c'est-à-dire tu as un cas d'agression XX. Exactement, ils disent même que... La victime, on s'en fout de la victime. Hein. Oui, on dit aux parents de l'accusé que non, donnez tant. Et les parents se démènent, ils trouvent l'argent, on libère leur enfant, la victime, on n'en a rien à cirer. Il est venu faire quoi, mon Dieu? Ah oui, il y a plein de cas comme ça. Oliguitia du travail, hein, 7 ans que de construire les immeubles. C'est la BAC qui n'a rien. Ils n'ont rien là-bas à la BAC. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Oliguingema, comme je dis tantôt, tu as du boulot. Laisse les immeubles. Il y a l'affaire de la police, la PJ que tu dois remédier, la santé, l'éducation, toutes ces choses-là. Fais ça pendant les 7 ans, tu vas construire les immeubles. Peut-être si les immeubles te revotent, là, tu pourras aller faire les immeubles. Pour le moment, là, on a du travail à faire. Hein? Les bases ne sont pas encore acquises. Donc, va d'abord faire ça. Lui-même, il a les bases. Lui-même, il a les bases. Oh, mais... Là, le niveau, là, je descends, pardon. Comment ça? Mais les bases, c'est pas ça. L'école, la santé, tout, c'est pas ça les bases. En tout cas. Hein? Lui, il a les bases de la police, non? C'était les valises pendant 20 ans.
C'est un militaire, c'est pas un policier. En tout cas, Il est passé de porteur de valise C'est pas un policier. de diplomatique. Militaire, pardon. Militaire. Ensuite, il était des renseignements sans... Maman Nangai. En tout cas, si Esther veut lancer le live avec lancé, va continuer là-bas. Non, moi, je ne lance pas les Ok, ne lance pas. Alors, donc, merci à vous. On est ensemble. Bonne soirée. Merci.